Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 18 août 2023. Voici les principaux titres. La vérité comme meilleur moyen d'arriver à la réconciliation. Monseigneur Bonaventure Nahimana appelle les Burundais à éviter le mensonge. Vous allez le suivre au début du journal. Et la CBDH Vicar appelle la communauté internationale à agir face à la persécution dans les camps des réfugiés tanzaniens. C'est après l'assassinat d'un réfugié burundais avant-hier. Et aucun parent ne doit négliger la vaccination contre la poliomyélite qu'on sait comme qu'on accusé. L'épidémiologiste demande aussi au gouvernement d'éradiquer la maladie. Vous allez également le suivre au cours de cette édition. Dans un instant, le développement des titres. Parlons politique pour commencer. L'Église catholique en Afrique doit contribuer de façon efficace à la réconciliation de la population. Propos de Monseigneur Bonaventure Nahimana, archevêque de Gitega. Il s'est exprimé à l'occasion de la fête de l'Assomption célébrée le 15 août de chaque année. Monseigneur Nahimana demande au peuple burundais d'accepter des conseils, de se convertir et de changer de comportement, car il se manifeste encore des gens qui tiennent des propos divisionnistes. Écoutez plutôt Monseigneur Bonaventure Nahimana, archevêque de Gitega. L'apôtre Saint Paul a dit clairement que Dieu nous a appelés pour réconcilier son peuple. Les évêques sont revenus sur ça lors de la deuxième conférence sur les pays africains qui s'est tenue à Rome en Italie au mois d'octobre 2009. Cette conférence a bien montré que l'Église a un grand rôle à jouer dans la réconciliation du peuple et à la recherche de la paix et la justice. D'autres conférences ont mis en place des projets par lesquels nos diocèses se basent dans leur travail de maintien de la paix et la réconciliation entre les Burundis. Nous sommes donc appelés à nous réconcilier et à écouter les conseils des uns et des autres parce qu'il se manifeste encore des gens qui sèment la haine et les divisions entre les Burundais. Cela s'observe à travers des écritures, des propos et attitudes divisionnistes qui se propagent même aujourd'hui. Les auteurs de ces propos et écritures divisionnistes ne visent rien d'autre que la haine et le retour des événements malheureux qui ont laissé beaucoup de blessures dans nos cœurs. La voie qu'on doit suivre est celle qui nous amène à la guérison totale de ces blessures. Et cela doit passer à travers le pardon et la réconciliation. Si nous voulons réellement la paix et le développement durable dans notre pays, on doit nécessairement accepter de se pardonner et de se réconcilier les uns les autres. Monseigneur Bonaventure Nahimana précise que la meilleure façon d'arriver à la réconciliation au Burundi est de se dire la vérité. Il invite les Burundais à couper court avec le mensonge pour bâtir un avenir meilleur. Lors de la célébration de l'Assomption au sanctuaire marial de Mugera, commune Bugendana de la province Gitega. Je vous le disais en titre, la coalition CBDH Vicar qui lutte pour les droits des réfugiés s'insurge contre la mort sauvage qui a été infligé à un réfugié burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie, c'était avant-hier. Jean Bosco Vizigiro, porte-parole de la coalition, demande au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et à l'Union africaine de réagir pour que justice soit faite pour Albert Minani, ce réfugié qui a été sauvagement tué dans son champ de tomates.
Au CBDH-VK, nous avons été profondément choqués par la mort tragique d'Albert Minani, un réfugié burundais vivant dans le cas des réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie, en zone 11, village 7, lequel personne était dans son champ de tomates avec son épouse en train d'arroser. Soudainement, ils ont vu des vaches qui voulaient déraciner leurs chats. Lorsqu'ils se sont débarrassés de ces vaches, ils ont vu 3 hommes tanzaniens qui parlait le Swahili, qui les a approchés jusqu'à les tabasser. Par chance, Madame Minani s'est échappée, mais malheureusement, Albert Minani n'a pas eu la chance d'échapper. Ils l'ont tabassé jusqu'à le tuer à la lever la tête. Au CBDH-BK, nous disons non à ces actes ignobles et nous crions fort pour que la justice équitable soit faite pour les causes de la mort d'Albert Minani. Et nous demandons que les fauteurs de ces actes ignobles soient traduits en justice. En plus, comme nous l'avons toujours dit, CBDH-VK demande aux organisations, entre autres HCR, à l'Union africaine et aux pays des Grands Lacs d'aider pour que la justice soit faite et pour que la situation des réfugiés burundais en Tanzanie soit révisée. Nous demandons aussi à la Tanzanie de cesser ces actes ignobles jusqu'à verser le sang des personnes innocentes. La CBDH-VK présente ses sympathies à la famille laissée par le regretté Albert Minani, son épouse et ses 7 enfants, aussi aux réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie. Dans un instant, nous parlons gouvernance. RPA. Le ministre burundais de l'Intérieur n'aurait pas d'autorité sur l'administrateur de la commune Mukaza, ou tout simplement il serait son complice dans le détournement de 15 tonnes de sucre destiné à la population. C'est ce que lui a demandé le président du Sénat ce mercredi. Mais devant les sénateurs, le ministre Martin Niteretse tentait d'expliquer pourquoi l'administrateur de Mukaza était toujours en fonction. Eric Nyonzima nous en dit plus. C'était lors d'une session organisée par le Sénat burundais mercredi dernier. Des questions et réponses sur la vie chère et la pénurie des denrées de première nécessité étaient à l'ordre du jour. Étaient invités le ministre de l'Intérieur, le ministre du Commerce et de l'Industrie. Sinzoagere Emmanuel, président du Sénat, en a profité pour demander au ministre de l'Intérieur la destination du sucre destiné à la commune Mukaza. Monsieur le ministre, tant que nous y sommes, où sont passés les 15 tonnes de sucre détournées en commune de Mukaza? Est-ce que vous faites partie de ceux qui l'ont détourné? Pourquoi l'administrateur impliqué est toujours en fonction? Est-ce que vous êtes en train de le protéger? Pourtant, vous relevez de ses fonctions, c'est lui qui vole une toile. Qu'est-ce qui se passe? Devant cette question, le ministre de l'Intérieur a eu de la peine à donner une réponse. Il avait vraisemblablement une chose qu'il ne voulait pas dévoiler. C'est vrai, le sucre a été détourné et selon les informations que nous détenons, le dossier est dans les mains de la justice. Ils sont en train de faire des enquêtes. J'espère que très bientôt, on aura un rapport. D'après ce que nous avons entendu, le sucre aurait été détourné avant même qu'il n'atteigne Bujumbura. C'est ce qui se dit. Qu'on le protège, je crois que l'on ne pourrait pas beaucoup en discuter. Je ne fais pas partie de ce commerce du sucre et je ne compte pas le faire. J'ai compris les recommandations. En réalité, si tu veux la paix, ne va pas dans le commerce. Un commerçant a toujours besoin d'intérêt. Si tu es administratif et que tu t'introduis dans le commerce, tu dois quelque part trébucher dans tes fonctions d'administration. Sa réponse a fait rire au sénateur et à leur président de demander au ministre Niteretse pourquoi pour les autres administrateurs la réaction devant une telle faute est directe. Vous venez de dire que si l'on vous disait qu'il y a un administrateur qui a interdit le fonctionnement d'un moulin d'un citoyen, vous le relèveriez directement de ses fonctions. Et je sais que tu le feras. Mais il y a 15 tonnes de sucre disparues. Pourtant, vous ne l'avez toujours pas relevé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pour les autres, vous prenez directement des décisions? C'est ici que j'ai besoin que tu me dises la vérité. On pourrait même vous y aider. Mais si vous faites partie du coup, on va faire la motion pour que vous soyez aussi démis de vos fonctions. Sinon, il est clair qu'il y a des fois où vous fermez les yeux devant des fautes lourdes.
Pour le ministre, il fallait qu'il s'agisse ainsi pour éviter de s'ingérer dans les affaires de la justice. Laissez-moi vous dire en nom et en rage le dossier du cycle de la commune Mukaza. On est en train de faire des enquêtes judiciaires. Et je me suis dit que je me serais précipité si je prenais une décision. Pour question de respect de la séparation des pouvoirs, si la justice fait des enquêtes, nous, on reste de côté. Mais si l'on nous autorise de faire nos enquêtes, on y va directement. Alors, nous espérons que très bientôt, nous aurons de réponses. Jimmy Atungimana a annoncé le 30 dernier 45 tonnes de sucre destinées à la commune Mukaza. 30 tonnes seulement étaient arrivées à destination. Le maire demandait à ce que le sucre manquant soit retrouvé et acheminé vers sa destination finale. Jimmy Atungimana précise que les 2 autres communes de la mairie avaient reçu leur part comme prévu. Les conducteurs de mototaxi de la province de Bubanza accusent les policiers de ne pas respecter la loi pour punir ceux qui sont en infraction. Ces motards indiquent que s'ils ne sont pas incarcérés, on leur fait payer des amendes non réglementaires. Le point avec Elvis Nyamungeri. Certains conducteurs de motos de transport en province de Bubanza indiquent qu'ils se font extorquer par certains policiers fautifs. Uno, ils se font taxer des amendes non réglementaires. Pour le moment, ces motards indiquent que ce comportement les empêche de bien travailler et faire survivre les familles. Nous savons bien que transporter 2 clients sur une moto est une faute qui doit être punie par la loi. Mais les policiers nous extorquent beaucoup de l'argent et prétextent que ce sont des amendes. Ils n'hésitent pas à nous taxer 100 000, 150 000, 200 000 pour une moto. Ils vont jusqu'à incarcérer des motards. Certains préfèrent suspendre ce métier alors qu'ils ont de familles à faire vivre. Ces motards demandent aux policiers de respecter la loi et punir à ceux qui ont faute conformément à la loi. Pour le moment, certains motards à Bubanza sont incarcérés injustement. Nous connaissons la loi. Si vous transportez sur une moto, c'est une amende de 50 000 pour le surnombre. Mais les policiers cherchent d'autres motifs à se justifier. Pour le moment, plusieurs motards sont incarcérés à Muzinda, à Bubanza et à Gihanga. Oui, ils sont incarcérés. À propos de ces lamentations des conducteurs de motos, nous n'avons pas pu joindre le commissaire provincial de la police à Bubanza pour donner des éclaircissements. Je vous le disais également en titre, la poliomyélite est une maladie qui cause une paralysie souvent aiguë. Aucun parent ne devrait se fier à sa culture ou religion pour refuser un vaccin à son enfant. Propos d'un expert en épidémiologie, comme Konakuse indique que les thérapeutes et le gouvernement devraient faire tout pour attirer les cas de réticence à l'adhésion des vaccins. Oui, l'épidémie de poliomyélite a été déclarée ces derniers temps au Burundi. C'était, je crois, le 17 mars 2023, et constituant donc une urgence nationale de santé publique, comme l'a déclaré le gouvernement burundais. Et cela implique bien évidemment une riposte sans merci, en passant par des campagnes de vaccination de masse pour les plus vulnérables. Ça veut dire les enfants de 0 à 7 ans qui doivent être vaccinés à un taux avoisinant à 100% pour espérer éradiquer les cas de poliomyélite qui étaient détectés au Burundi. Pourquoi certains enfants ne sont pas vaccinés ou les familles ne veulent pas faire vacciner leurs enfants? C'est plutôt des cas qu'on observe un peu partout, pas non seulement pour la polio, mais pour aussi les autres campagnes de vaccination que nous avons déjà observées ou expérimentées à travers le monde. C'est plutôt le défaut de favoriser l'acceptation du vaccin par la population. Cela se traduit par le défaut de la mobilisation aussi et au niveau de la réglementation des vaccins visant l'optimisation de la couverture vaccinale pour les maladies où la population doit être impérativement protégée. Alors là, vous voyez bien que dans le cas d'espèce, la poliomyélite
est plutôt une maladie qui attaque les enfants et qui cause une paralysie flasque aiguë et de manière définitive. On ne peut plus soigner cette maladie. On a vu qu'en 2022, par exemple, l'année dernière, 400 cas de paralysie flasque ont été détectés dans la sous-région. C'est-à-dire que le virus circule librement quelque part et dans un pays et peut attaquer l'autre. C'est pour ça que la campagne de vaccination doit être synchronisée. L'épidémiologiste comme Konakuze affirme que la campagne de vaccination est une bonne chose, mais il précise toutefois que la recherche doit être opérationnelle pour viser l'éradication de la maladie. Vous pouvez me demander pourquoi la poliomyélite, qui était jadis déclarée plutôt éradiquée au Burundi depuis 2006, a refait surface. Quand vous regardez ces trois facteurs, il y a un relâchement de la couverture vaccinale, c'est-à-dire la couverture vaccinale contre la polio. Ces derniers temps, on a vu qu'elle s'est vue en chute libre au Burundi, donnant place, bien évidemment, à la circulation et à la circulation du virus. Et il y a aussi, si on veut parler, il y a la surveillance épidémiologique qui a fait défaut. Il y a aussi la recherche opérationnelle qui n'existe presque pas. Et cela constitue un facteur de risque épidémiologique. Et cela peut bien évidemment rendre nul ou bien ne pas arriver à l'éradication de la poliomyélite si la couverture vaccinale n'est pas optimale, n'est pas avoisinante à au moins 99 à 100%. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut relever ces obstacles, plutôt essayer de favoriser les taux de couverture vaccinale en passant par la reconnaissance de cette faible performance au niveau de la coordination, au niveau des programmes de vaccination au niveau du pays, et les faibles financements du secteur de la santé, mais aussi faire participer les populations au dialogue, et puis aussi à asseoir des règles en matière de vaccination, surtout en cas de déclaration d'une urgence de santé publique au niveau national. Ici, quand il s'agit d'une urgence au niveau national, les pratiques religieuses et traditionnelles ou d'autres pratiques devraient être minimisées ou effacées complètement par des règles qui sont connues. Ça veut dire que la vaccination doit être imposée comme obligatoire pour tout citoyen burundais. La deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, couplée à la supplémentation de la vitamine A et au déparasitage à l'albendazole, a débuté hier et prendra fin mardi de la semaine prochaine. Lors de la première phase de la campagne du mois de juin, le taux de couverture vaccinale a atteint 95%. Dans un instant, nous parlons société. RPA. Il s'observe une montée inquiétante des prix du charbon en mairie de Bujumbura. Dans une période ne dépassant pas 4 mois, le prix du sac du charbon a monté de plus de 30 000 francs. La population demande l'intervention de l'administration pour stabiliser les prix. Le point avec Dani Claire et la Tromve. Du jour au lendemain, les habitants de la mairie de Bujumbura constatent la montée de prix du charbon. Selon une de nos sources dans un des quartiers de la capitale économique, le charbon de 2000 francs ne peut cuire que le haricot. Le prix du sac du charbon est passé du simple au double, comme le raconte notre source. Un sac de charbon s'achète habituellement à 60 000 francs. Le charbon qu'on peut utiliser pour cuire le haricot s'achète à 2 000 francs. Il n'y a plus de charbon de 500. Le charbon de 1 000 francs, c'est pour préparer la sauce et la pâte seulement. Certains des commerçants qui vendent le charbon expliquent pourquoi cette hausse soudaine.
Le flux du charbon s'augmente toujours au lendemain à cause de la montée de tous les articles. Les personnes qui chargent les véhicules exigent beaucoup comme paiement, sans oublier que le flux du carburant a été revu à la hausse de même que les taxes. Les habitants de la capitale économique demandent au gouvernement de revoir les prix du charbon, car dans les prochains jours, la situation risquerait de se détériorer davantage, surtout que la situation économique des ménages est très déplorable. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, pour qu'il s'exprime à ce propos. Parlons éducation à présent. Le programme de gratuité de l'enseignement primaire n'a fait qu'empirer la situation dans le secteur de l'enseignement. C'est ce que pense Léonce Ngendakumana, qui ajoute que ce programme a été exécuté à la hâte par le CNDD-FDD pour des fins propagandistes et non pour l'intérêt de l'enfant et de la nation. La question de l'éducation des enfants, des jeunes au niveau des écoles a été reléguée au second plan. On le voit à travers les budgets qui sont votés chaque année par le gouvernement, où le budget alloué à ce secteur de l'enseignement est un budget très très minime. On dirait vraiment que c'est pour s'en débarrasser que le gouvernement mentionne le budget pour le système éducatif, à tel point qu'il faut obligatoirement et impérativement s'occuper au premier plan de cette question. Lorsque le CNDD-FDD est arrivé au pouvoir en 2005, il y avait un programme, il y avait une stratégie de valorisation de l'enseignement formel et informel au Burundi, mais le parti CNDD-FDD et son pouvoir n'ont pas pris le temps qu'il faut pour se pencher davantage sur la question, pour comprendre ce programme dans toutes ses nuances. Il a préféré utiliser cette question sous forme de propagande jusqu'à aller à dire spontanément que désormais l'enseignement au niveau primaire est gratuit. Ça s'est arrêté là. Ça n'a pas franchi une étape supplémentaire, ça s'est arrêté là même. Le parti CNDD-FDD a continué à utiliser cette question pour des raisons de propagande comme je le disais, jusqu'à ce que les parents, les enseignants et les élèves eux-mêmes constatent qu'ils ont été mentis. Parce que la collecte de l'argent chez les parents a été doublée. Les parents, dans la suite, ont pensé qu'il fallait quand même réinstaurer l'ancien système parce que le nouveau système les fatiguait beaucoup. Alors, la situation a été aggravée jusqu'au moment où les directeurs, les enseignants, pour se débrouiller, ont dû recourir à des collectes forcées chez les parents, comme on l'entend dans la plupart des écoles à Mérida, Bujumbura, Kamesa par exemple, comme on l'entend un peu partout dans toutes les écoles du pays. Les enseignants sont obligés de le faire, les directeurs sont obligés de le faire, sinon ça ne marcherait pas. Les parents sont obligés de donner cet argent, mais croyez-moi, cet argent ne sert pas à l'amélioration, à la valorisation du système éducatif, mais cet argent sert à autre chose. Il faut savoir que certains directeurs, certains enseignants sont dans une pauvreté extrême, comme la plupart, pas tous les ménages, comme la plupart des ménages au Burundi. Ils peuvent se servir de cet argent pour essayer de survivre. Avec la gratuité de l'enseignement, au lieu que le secteur de l'éducation brille, elle est plutôt détériorée de telle façon qu'aujourd'hui les élèves terminent l'école sans bagages nécessaires, selon Léonce Ngendakumana, qui fait savoir que la situation touche également les parents. Dès lors, les conséquences sont nombreuses. D'abord au niveau des élèves, au niveau des étudiants, qui n'apprennent rien qui leur sera utile dans leur vie, qui ne leur sera pas utile dans la vie de leur famille, qui ne sera pas utile dans la vie du pays, mais considéreront qu'ils ont appris des choses sans rien apprendre. Il y en a même qui disent qu'on apprend gratuitement et on n'apprend rien. C'est ainsi qu'un chercheur a dit que si vous voulez détruire un pays, il ne faut pas aller chercher de gros moyens, les armes sophistiquées, qu'il fallait tout simplement détruire le système éducatif de la base et que c'était terminé. Effectivement, c'est terminé, parce qu'en ce moment, on a des ingénieurs qui ne valent rien, qui construisent des maisons qui se détruisent le lendemain, on a des médecins qui soignent des gens parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, les patients meurent dans leurs mains, etc., 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 de telle sorte que toute une nation est détruite par ignorance. Alors, au niveau
des parents au niveau d'abord du pays. Ça veut dire que le pays, comme je l'ai dit, si le système éducatif n'est pas fort, si le système éducatif n'est pas une priorité, ça veut dire que le pays sera détruit. On aura une sorte de destruction du pays. Nous aurons détruit notre propre pays nous-mêmes. Ça veut dire qu'on aura des intellectuels, entre guillemets, incapables de faire progresser le pays, incapables de faire progresser leur famille, incapables de faire progresser les programmes du pays. Et en ce moment, vous comprenez que cette conséquence est une conséquence très grave dans un pays qui se trouve dans un monde de mondialisation. Parlons toujours éducation pour clore cette édition. L'école Sainte-Anne Kigali démarre ses activités au Rwanda avec l'année scolaire 2023-2024 et qui débute ce 28 août. C'est un projet de la Maison Shalom. Le directeur général de cet établissement, Magali Schlesser, indique qu'ils vont commencer par les enseignements maternels, primaires et secondaires. L'ESAC est une école qui fait partie d'un des projets de la Maison Shalom. L'école est née de la Maison Shalom. L'ESAC va accueillir 9 classes dès ce 28 août 2023. Il y aura donc bien 3 sections, maternelle, primaire et secondaire. Dans ces 9 classes, nous accueillerons des enfants de toutes provenances liées à ces 5 valeurs philosophiques incontournables qui sont la dignité, la compassion, l'harmonie, l'humilité et l'intégrité. Vous ajoutez également le concept Ubuntu qui, je le rappelle, se résume en fait à une phrase. Je suis parce que nous sommes. Ça résume parfaitement aussi ce concept que nous voulons véhiculer, intégrer dans notre école au même titre que les 5 valeurs. Donc voilà, cette école a beaucoup de projets internationaux, philosophiques, humanitaires qui se résument en fait à une grande famille, parents, enfants, professeurs, partenaires, collaborateurs. À part que cette école respectera les standards internationaux au même niveau que les pays européens, son directeur général signale aussi qu'il y aura des cours basés notamment sur le bien-être, l'humanité, la solidarité et l'humilité. Suivez encore une fois Magali Schlesser. Il y a cette modernisation qui est prévue au niveau de la technologie, la digitalisation générale, avec effectivement des espaces bien définis et spécifiques, comme une bibliothèque, un laboratoire scientifique, comme une salle de médias, une salle informatique. Et nous allons également, en parallèle avec cette digitalisation, mettre en place l'immersion de la langue anglaise. Donc chaque année, l'enfant sera baigné de plus en plus au niveau des apprentissages par l'anglais et il terminera son parcours scolaire secondaire en 6e à 18 ans en étant parfaitement bilingue. Et c'est un programme d'immersion qui commence dès l'âge de la maternelle. Ce sont les 2 gros atouts de l'école liés et soutenus par le programme AID. Voilà, c'était Magali Schlesser, le directeur général de l'école Sainte-Anne Kigali de la Maison Shalom. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 18 août 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Au revoir.